le salon Maison et Objets. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. L'agence Péclair, c'est une agence de conseil en stratégie créative, a défini la thématique de la saison, comme vous pouvez le voir partout sur le salon, Terra Cosmos. Terra Cosmos que Charlotte et Brune vont nous présenter ce matin, vont décrypter pour vous les tendances prospectives mais aussi esthétiques de Terra Cosmos. Si vous avez des questions à l'issue de cette présentation et de ce décryptage, je vous invite à nous retrouver sur le stand qui est là juste à côté. Nous pourrons vous renseigner et vous donner toutes les informations dont vous avez besoin et que vous souhaitez, et aussi consulter nos cahiers de tendance si vous le souhaitez. Eh bien, je laisse la parole à Brune et Charlotte. Bonne conférence. Bonjour à tous, on est ravis d'être là aujourd'hui. Je suis Charlotte Casal, designer et trend forecaster au sein du secteur design et environnement chez Péclair Paris. Et je suis ravie d'être là aussi aujourd'hui pour vous présenter ce thème. Je m'appelle Brune Wacrat, je suis planeur stratégique et prospectiviste au sein de l'agence Péclair Paris également. Et donc ça fait plusieurs saisons qu'on a la chance avec Charlotte de venir définir le grand thème de la saison pour maisons et objets. Et on a eu envie cette année de vous parler et de vous embarquer dans ce nouvel univers, ce Terra Cosmos. Pourquoi Terra Cosmos ? Dedans, il y a deux mots, il y a Terra et il y a Cosmos. Et cette idée, c'est vraiment de se poser la question de l'influence du cosmos sur notre rapport à l'évasion, à l'émerveillement, mais aussi l'impact très concret que la conquête spatiale et que l'exploration de l'espace a sur nos modes de vie sur Terre. Donc, Terra Cosmos, de la Terre au cosmos, du cosmos à la Terre, c'est une boucle qui a pour objectif de venir se nourrir continuellement, à la fois d'un point de vue esthétique, créatif, mais aussi en termes d'innovation technologique et technique. Et vous allez le voir au fur et à mesure de notre décryptage de ce terme. Donc, Terra Cosmos. Ici, pourquoi on a eu envie de parler de cette idée du cosmos ? Déjà, je ne sais pas si vous avez suivi tous les progrès qu'on est en train d'avoir. On va retourner sur la Lune pour la première fois depuis les années 70. On a la possibilité de venir redécouvrir l'espace. Des investissements massifs sont faits depuis Airbus à la station à la NASA et à Spaceship, pardon. Et donc, évidemment, il y a un ancrage qui est très concrètement installé par des enjeux de société et des investissements de société. En même temps, aujourd'hui, le cosmos, c'est aussi un énorme sujet parce que ça n'a jamais semblé aussi désirable. On est dans un environnement qui peut apparaître comme anxiogène pour beaucoup de personnes, qui est un environnement qui est d'une certaine manière monotone, et on a un incroyable besoin de magie, de réenchantement. Et l'espace, quelque part, ça incarne ce fantasme ultime de magie, d'évasion. On le voit, il y a 76% des personnes interrogées qui affirment que la magie permet d'échapper à la routine. Et donc, à partir de ce moment-là, on se rend compte que il y a vraiment ce besoin-là. Et pourquoi parler du cosmos quand on parle de magie ? Parce que, quelque part, quand on parle d'évasion, quand on parle de magie, le cosmos, c'est un de nos piliers de fiction principal, et notamment de science-fiction. Quand on parle du premier film qui n'a jamais été réalisé avec des effets spéciaux, Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, quand on voit que un des plus grands succès planétaires qui a marqué un shift dans le film de science-fiction 2001, l'Odyssée de l'espace, ou qu'encore aujourd'hui les plus grands succès au box-office sont des films comme Dune, on se rend compte que c'est un pilier extraordinaire de fiction, que cette possibilité de venir se projeter dans des potentiels univers, dans des mondes parallèles, permet de questionner notre rapport à la Terre, des films comme Dune qui posent des questions sur notre rapport à l'écologie, notre rapport à l'eau et notre capacité à venir recréer des environnements dans des espaces arides et en danger. Et donc, évidemment, pour nous, c'est extrêmement intéressant de se poser la question de cet univers du cosmos, mais s'il y a cette notion de visée transcendante qui invite qui est le désir millénaire que l'homme a eu à aller sur l'espace, pour nous, c'est quand même très important de venir se poser la question de cette notion de pensée illimitiste. La pensée illimitiste, globalement, c'est se dire « the sky is not the limit ». Si on n'a plus de ressources, on ira toujours plus loin, on ira sur la conquête spatiale, on ira trouver des ressources ailleurs. C'est pas grave, brûlons tout. Et pour nous, c'est très important de venir remettre en question ce thème à l'aune des enjeux climatiques pour ne pas aller dans cette pensée illimitiste et se questionner de comment est-ce que cette aspiration à l'ailleurs peut avoir des impacts positifs d'un point de vue durable sur notre planète.
Donc également, pourquoi est-ce qu'on parle de ce thème? Parce que évidemment, la conquête de l'espace, cette possibilité à aller au-delà, gagne d'une certaine manière. On peut nuancer quand même ce propos, mais on le voit, gagne d'une certaine manière le grand public. Demain, on peut imaginer que le voyage de luxe sera le voyage dans l'espace. On le voit avec des cabines spatiales qui ont pu être développées par Axiom, par Philippe Stark, qui sont des cabines donc, pour le grand public, pour pouvoir aller découvrir l'espace, mais même des projets comme ce ballon stratosphérique de Zefalto, qui est prévu pour dans quelques années, pour 2026, qui a pour objectif de permettre de créer des repas gastronomiques au-dessus de la stratosphère. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, cette exploration spatiale qui était réservée aux cosmonautes va devenir de plus en plus possible, va devenir une forme de réalité. En même temps, comme je le disais, il y a énormément évidemment de recherches scientifiques qui sont posées sur cette conquête de l'espace. Et qui veut dire des recherches scientifiques, des budgets, c'est-à-dire qu'on trouve aussi, en fait, concrètement, des nouvelles matérialités, des innovations extraordinaires qui vont impacter notre vie sur Terre, qui vont permettre de répondre à des solutions très concrètes pour nos enjeux sur Terre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis ce terme de fantaisie active qu'on trouvait intéressant. C'est la capacité à utiliser la science-fiction, les imaginaires, des récits pour trouver des solutions très concrètes sur la vie aujourd'hui sur Terre. Et donc ici, l'idée, c'est de venir se plonger dans l'espace et se poser la question de comment est-ce qu'on peut imaginer de nouvelles solutions. Et c'est ce que propose notamment l'école de la disruption à Lausanne avec des programmes Designing for Us by Living in Space, designés pour la Terre en vivant dans l'espace, qui invite à imaginer des nouveaux modules, des nouvelles innovations pour proposer des solutions à nos enjeux actuels. Donc voilà, ici, vous allez le comprendre tout au long de ce thème, on a voulu travailler une dualité qui est cette dualité entre le magique et scientifique, la capacité à croiser l'émerveillement, la spiritualité, le cosmos dans ce qu'il a de plus inspirant d'un point de vue esthétique et ésotérique presque parfois, et le scientifique qui très concrètement vient trouver des solutions, des innovations pour des projets qui seront hyper importants sur Terre. Et donc, je pense que vous allez le voir dans le salon aussi. C'est pas seulement le fantasme d'aller dîner au-dessus de la stratosphère, c'est aussi cette possibilité à venir utiliser les nouvelles technologies pour créer de nouveaux objets, pour créer de nouveaux modes de consommation. Donc nous ici, on fait toujours ce travail chez Péclairs de venir poser le contexte parce qu'on appelle une tribu émergente. Donc on vient dessiner des personnes qui nous permettent d'incarner ce sujet et de planter des territoires esthétiques et des territoires de consommation. Donc évidemment, cette tribu émergente, c'est pas vous et moi, c'est pas votre voisin non plus, c'est des personnes qui ont pour objectif de nous projeter dans des potentiels. Et donc ici, on a eu envie de parler de ces explorateurs oniriques qui seraient une tribu d'individus qui ont cette capacité à utiliser l'évasion, l'exploration comme une porte au rêve, comme une porte à l'imagination et qui vont se tourner vers tout ce qui est innovation technologique, mais aussi nouveaux répertoires de formes influencés par les innovations technologiques pour se composer des nouveaux intérieurs, des nouveaux modes de vie. Donc là, vous pouvez voir le fondateur de Crosby Studio, Harry Nuriev, qui est un designer qu'on trouve extrêmement intéressant parce que justement, il a cette capacité à venir utiliser les nouvelles technologies pour créer un nouveau répertoire de formes extrêmement fort, s'inspirer aussi de l'intelligence artificielle, de la conquête de l'espace, de nouveaux territoires qui sont un peu de l'ordre de la science-fiction parfois ou du réel pour venir créer des nouvelles matérialités et développer des nouveaux univers hyper tangibles. Ensuite, à côté, vous pouvez voir une expérience, donc cette expérience dans laquelle on projetterait nos explorateurs oniriques qui nous semblait intéressante parce que c'est une expérience qui a été développée par Hermès. Donc quand on voit cette image, on n'imagine pas forcément Hermès. Hermès, on imaginerait plutôt des univers d'exploration qui seront de l'ordre des savoir-faire, qui viennent incarner des esthétiques plutôt classique de l'univers premium. Et ici, ils ont eu le désir de venir installer leur nouveau foulard, Bride de Gala, dans Bride de Galaxie. Donc une espèce de terre un peu martienne, un peu bizarre, dans laquelle on ne sait pas forcément où on est, et qui vient complètement renouveler le champ créatif du luxe, en fait, et des savoir-faire pour venir plonger dans des mondes immersifs extrêmement intéressants. Et c'est ce qu'on va beaucoup travailler à travers ce thème. C'est cette capacité à venir renouveler nos langages esthétiques également, en plongeant dans des potentiels mondes, un cosmos qui n'existe pas vraiment, mais qui est en même temps incroyablement référencé.
Donc ici, ensuite, je vais rentrer dans tout ce qu'on appelle les territoires de consommation. Donc là, c'est des projets, c'est des lieux, c'est des expériences qui nous semblent assez importants et qui nous semblent incarner en fait ce thème et qui montrent une certaine tangibilité à ce thème qui, au-delà d'un storytelling prospectif, d'un univers qui a pour objectif de nous immerger dans des potentiels futurs, qui nous permettent d'ancrer en fait concrètement le futur de la consommation autour de projets très réels. Et donc ici, encore une fois, on vient croiser des possibilités en termes d'exploration qui sont plutôt dans des choses plutôt immersives, qui sont plutôt source d'émerveillement, et en même temps des choses qui très concrètement permettent de révolutionner demain le futur de notre consommation par des innovations techniques. Donc quand je parle d'immersivité, ici vous pouvez découvrir un bar qui est à Paris qui s'appelle Unplug, qui a été développé par un duo d'architectes qui s'appelle Murmure Architects et qui est pensé comme une odyssée gustative. C'est une espèce de capsule dans laquelle on va rentrer où on a des hublots dans lesquels sont projetés des potentiels paysages d'exploration spatiale. On a quelque chose d'hyper immersif, à savoir un bruit de décollage, des bruits de capsule. Toute la nourriture est pensée pour venir éveiller nos sens et nous faire croire à une odyssée gustative, à une exploration d'un ailleurs. Et donc ça, c'est des expériences qui nous semblent assez intéressantes pour ce désir des consommateurs à toujours plus d'immersivité et la possibilité de créer des mondes qui nous permettent de nous évader du réel. Ensuite, on avait envie de vous parler de cet hôtel El Cosmico, qui est au Texas, qui est un hôtel qui est en fait comme au Nevada, enfin au Texas, donc sur un espace qui fait penser un peu à un territoire un peu martien. Et il est créé en fait en impression 3D avec des pods qui sont faits à partir de sable, qui est la source directe du lieu sur lequel est installé cet hôtel. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'entreprise en fait qui a développé ce système d'impression 3D pour la création de ces pods géants et donc de ces nouvelles formes d'habitat, et une entreprise qui travaille notamment sur des projets d'exploration spatiale pour créer des habitats directement une fois installés dans ces espaces. Donc on se rend compte qu'on a vraiment des croisements des innovations et des technologies qui permettent de créer des nouveaux répertoires de formes extrêmement intéressants. Ensuite, évidemment, quand on parle de cosmos, on parle de différents éléments qu'il y a dans le cosmos, et le soleil en a une partie très intéressante, et on avait envie de se poser la question du futur de l'alimentation. Puisque, bien sûr, quand on imagine le mode de vie dans l'espace, on est extrêmement questionné sur qu'est-ce qu'on va manger, comment est-ce qu'on va consommer, comment est-ce qu'on va retrouver un mode de vie comme on peut l'avoir d'une certaine manière sur Terre. Et ici, on avait envie de vous présenter ce projet Solein, qui est un projet qui est en cours de déploiement, qui a été testé auprès du grand public aujourd'hui, qui est un projet finlandais et qui est une protéine qui permet en fait, avec le soleil, de faire des systèmes de protéines. Donc exactement comme une plante ferait de la photosynthèse, on va avoir cette possibilité-là et on va mettre cette protéine dans des pâtes, dans des gâteaux, etc. Et on aura la même quantité de protéines que si on avait mangé une protéine d'origine animale. Donc ça nous semble quand même très intéressant. En continuant sur l'exploration du soleil comme une source d'énergie, comme une ressource incroyable, on avait envie de vous parler de ce projet qui a été développé par la designer Marjane Van Obel en collaboration avec Lexus pendant la dernière Design Week de Milan, et qui ici a un projet où elle va utiliser des panneaux solaires photovoltaïques qui ont la possibilité de venir capter en fait l'énergie solaire pour se recharger. Et ce qui nous intéresse dans le propos de Marjane Van Obel, c'est qu'elle dit, elle, que pour passer à des nouvelles énergies, pour agir concrètement sur l'environnement, il faut quelque part donner une matérialité à ces projets-là, et une matérialité, si possible, désirable. Et donc ici, elle est venue pour lancer cette voiture électrique Lexus, créer des coupes en fait de ces panneaux qui, au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure de leur capacité à récupérer des énergies de soleil, allaient se développer. Et enfin, le dernier projet, et ensuite j'ai passé la parole à Charlotte qui nous intéressait, c'était cette moto en aluminium qui s'appelle Eve Odyssey, par une entreprise vietnamienne qui s'appelle Bandit 9, qui est faite à partir du même aluminium que la NASA utilise pour ses fusées. Donc on est sur un aluminium incroyablement aérodynamique, puisque c'est fait pour briser l'air comme pour les fusées, et extrêmement résistant. Et donc là, on se rend compte comment on a en fait quelque part un cercle où ce qui nous permet d'explorer l'espace redescend sur Terre, et pour des objets de consommation très concrets en fait finalement, comme cette moto ici.
Donc on passe maintenant à la partie des lifestyles. Donc toujours dans cette idée de venir préciser, de venir illustrer davantage cette fameuse tribu que Brune vous a présentée des explorateurs oniriques, on vient toujours faire cet exercice donc de mood board qu'on fait beaucoup chez Péclairs pour venir un peu raconter des histoires avec des images. Donc ici on vient se poser la question de comment est-ce que cette tribu des explorateurs oniriques, quel genre de mode de vie est-ce qu'elle arbore, dans quel genre d'intérieur est-ce qu'elle évolue, dans quel genre de lieu culturel est-ce qu'elle aime se rendre, comment est-ce qu'elle s'habille, comment est-ce qu'elle consomme, qu'est-ce qu'elle aime bien manger, comment est-ce qu'elle voyage, etc. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment ce lien assez fort entre ce que disait Brune, entre la science et entre quelque chose de plus fictif. Donc ici, on voit quand même toute l'inspiration d'un design assez 70s, un peu rétro-futuriste, avec des couleurs hyper flamboyantes, des couleurs hyper chatoyantes, mélangées quand même avec un côté vraiment science-fiction, avec un côté très digital et technologique. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, ici par exemple on vous a mis l'exemple d'un hôtel en plein milieu du désert en Jordanie qui s'appelle le Sun City Camp, qui permet vraiment à cette tribu de venir s'immerger dans le cosmos, au plus près du cosmos, dans un univers complètement un peu désertique, assez incroyable. Mais par exemple, ce genre de tribu aime aussi les collaborations comme celle-ci entre Mercedes-Benz et Moncler, qui a conçu donc évidemment en 3D ce véhicule complètement invraisemblable avec des grandes roues gonflées, métallisées, qui semble prêt à aller explorer une terre inconnue. Ou encore le genre de projet qu'entreprend le studio Balbosté, qui en fait crée des créations culinaires assez invraisemblables avec des textures, voilà, avec cette espèce de nourriture un peu extraterrestre, un mélange entre de l'eau, de l'air, de la glace. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on imagine cette tribu évoluer. Ensuite, on passe à la partie des territoires esthétiques. Donc ici, on vient vraiment se questionner sur les différents secteurs d'activité qui sont assez propres à Maison Objet, c'est-à-dire le futur de l'habitat, le futur de l'hospitalité et le futur du retail. Et ici, on vient aussi montrer comment est-ce qu'au sein d'un même thème, on peut développer 3 territoires esthétiques assez différents. Donc le premier sujet qu'on a eu envie d'explorer, c'est évidemment le futur de l'habitat. Et quand on se pose la question du futur de l'habitat, évidemment, dans le contexte dans lequel on est, qui est quand même assez anxiogène, on se rend compte que l'habitat devient de plus en plus cette espèce de cocon, cette espèce de lieu préservé, privilégié, dans lequel on a besoin de se sentir rassuré. Et en parallèle, bien sûr, à ce thème Terra Cosmos, on a imaginé cette possibilité à créer des habitats qui sont presque autonomes, qui peuvent quelque part se fondre dans leur espace, mais aussi résister à leur espace, permettre à l'individu de vivre une vie beaucoup plus autonome et mettre toutes les innovations technologiques à son service pour répondre réellement à des problématiques d'usage. Donc ici, pour le futur de l'habitat, on le projette donc dans une sorte de naturalité qui est évidemment nouvelle, une nouvelle minéralité, une nouvelle naturalité. On voit quand même que c'est des intérieurs et des extérieurs assez, dans des coloris très chauds, avec des nouvelles brillances, des nouvelles métallisations. On voit quand même que c'est des intérieurs et des extérieurs qui sont très épurés, qui laissent assez peu de place à l'ornementation, mais qui laissent plutôt de la place voilà, à la personne qui les habite de vraiment s'approprier les lieux. Par exemple, ici, on voit qu'il y a vraiment beaucoup cette histoire voilà, des espaces très cocons, des espaces très ronds, très confortables, qui finalement viennent se fondre complètement dans leur environnement. Donc, en fait, c'est des intérieurs et des espaces qui essayent vraiment de prendre le moins de place possible pour laisser place en fait, à l'environnement qui les entoure. Comme je le disais, on voit que les métallisations se réchauffent. C'est des matières qui viennent vraiment refléter la lumière, qui viennent apporter une sorte de sérénité et de bien-être à la personne qui y habite. Et on voit que tous les bienfaits du cosmos, donc ici les bienfaits des rayons du soleil, viennent s'inviter jusque dans les chambres à coucher. Ensuite, pour le futur du retail, on a voulu donc explorer un territoire assez différent. Et en fait, ce qui nous semblait très intéressant, c'est d'évidemment se poser la question de comment le retail demain réussit à réinviter des consommateurs à venir en magasin et à renouveler l'expérience. On s'en rend compte, évidemment, aujourd'hui, le retail change de place dominante de marché puisqu'on peut aller aussi sur Internet. Donc, pour y aller, pour que le consommateur vienne dans les magasins, il y a besoin de créer une expérience, une raison de venir qui est au-delà d'acheter un simple produit, qui est de s'immerger dans un univers de marque.
Et nous, ce thème, il nous semble extrêmement intéressant justement pour cet univers du retail, puisqu'il permet en fait de plonger dans des mondes totalement immersifs, totalement expérimentaux, 360 degrés, et que en plus de cela, grâce à l'appel aux technologies, on a la possibilité souvent de venir avoir des murs qui sont fixes, mais créer, projeter des mondes différents et donc continuellement renouveler l'expérience pour toujours plus d'immersivité. Évidemment, ici, vous allez le voir aussi, l'objectif de la technologie, c'est pas seulement de venir servir un propos esthétique, c'est aussi de venir permettre de créer des retails toujours plus seamless, donc sans friction, de venir répondre à des désirs d'expérientialisation, voire de muséification des consommateurs. Donc ici, comme vous le voyez, on laisse place à une nature hautement technologique, hautement digitale, donc très différent du futur de l'habitat. Évidemment, ici, donc, on voit que la nouvelle technologie est un prérequis. La technologie est partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est des marques à la fois premium, mais aussi des marques de luxe qui s'approprient cet univers esthétique qui peut paraître assez minimaliste, assez froid. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des acteurs du retail aujourd'hui se tournent vraiment vers des designers et des artistes en vogue pour vraiment leur offrir une sorte de carte blanche pour repenser voilà, leurs espaces de vente. Donc c'est plus tellement en lien forcément avec l'identité directement de la marque, c'est vraiment au designer et à l'artiste de vraiment voilà, s'approprier l'endroit, s'approprier la marque et de donner sa propre interprétation. Donc ici, vous pouvez voir le pop-up de la marque de chaussures Amina Mouadi dans le grand magasin Harrods à Londres, qui a été réalisé par Harry Nuriev de Crosby Studio, dont Brune vous a parlé précédemment. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que les usages s'hybrident. Donc en fait, cet espace devient aussi une sorte de salle d'attente, une sorte de lieu d'hospitalité, où les clients sont invités à passer un peu plus de temps. Déjà, de un, ça les attire en magasin. Donc ça, c'est un peu quand même l'objectif premier de tous ces acteurs du retail. Et on voit qu'évidemment, voilà, le consommateur est invité à être projeté dans cet environnement ultra immersif avec ces grands écrans qui projettent des sortes de ciel aux couleurs incroyables, avec tous ces reflets métallisés et toute cette inspiration digitale. Ensuite, on voit aussi que certains espaces retail deviennent des espaces de création. Donc ici, vous pouvez voir le pop-up de Moncler à Tokyo. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ils invitent le visiteur à venir vivre une expérience créative au sein de son magasin. Donc ici, en fait, c'est une sorte de capsule qui a été installée avec une caméra à 360 degrés. Et du coup, la personne qui vient en magasin peut repartir avec un portrait sur mesure, personnalisé, pour avoir un souvenir du coup de son passage en boutique. Et ici, enfin, une expression un peu différente encore de ce thème. Ici, c'est un magasin Acne Studio en Chine. Et donc, c'est pour faire écho à ce que je vous disais au début, où c'est vraiment des designers qui créent vraiment des univers qui leur sont propres, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec l'univers de la marque, mais qui créent vraiment des expériences sur mesure, ultra thématisées pour les magasins et qui permettent aussi un changement très rapide de tous ces univers. Et le dernier secteur qu'on est venu analyser précisément, c'est le futur de l'hospitalité. Le futur de l'hospitalité, bien sûr, quand on parle d'hospitalité, on parle d'évasion, de voyage. Et le cosmos, c'est quelque part cette évasion ultime. Ça répond quelque part à cette quête d'aller toujours plus loin, de découvrir des terres où l'homme n'a pas été, dans un monde où les frontières semblent quand même vraiment très connues. Donc là, on va bien sûr s'inspirer de cette capacité du cosmos à nous projeter dans des univers différents d'hospitalité, mais parce qu'on n'est pas tous demain dans la capsule Zefalto en train de manger au-dessus de la stratosphère. Aussi, comment est-ce que ça inspire concrètement des nouvelles expériences hyper immersives avec, encore une fois, cet enjeu qui est, pour nous, consommateurs, toujours en attente de nouvelles expériences, d'immersivité, de venir projeter dans des mondes continuellement renouvelés avec vraiment ce désir de l'expérientialisation qui est extrêmement important pour ce secteur de l'hospitalité, quels que soient les secteurs dans lesquels, quels que soient qu'on soit dans de la restauration, qu'on soit dans de l'hôtellerie ou du divertissement. Donc en effet, ici, un peu comme dans le futur du retail, on est vraiment dans cette idée d'immersivité totale, d'ultra-événementalisation, d'univers vraiment totaux qui viennent vraiment projeter les visiteurs dans un monde complètement imaginé.
Donc ici, on voulait vous parler du studio culinaire qui s'appelle We Are Ona, qui est en fait un peu les premiers à faire de la restauration un peu itinérante. Donc en fait, ils ouvrent des restaurants pop-up un peu partout dans le monde, qui créent du coup des expériences ultra désirables et assez rares finalement. Donc ici, ils ont travaillé donc encore une fois avec Harry Nuriev, qu'on aime beaucoup, comme vous pouvez le remarquer, de Crosby Studio, et ils sont en fait venus investir un lieu, une sorte de tour un peu abandonné à New York, dans le quartier des affaires, pour créer du coup cette soirée unique, ce pop-up, donc avec tout un décor 100% chromé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent ici questionner aussi la pérennité de ce genre d'événements et de l'hospitalité. On aime beaucoup aussi ce restaurant qui se trouve en Corée. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont en fait d'abord développé tout ce système de ferme verticale qui est particulièrement adapté à l'espace, ou plus en particulier à Mars. Et ils ne savaient pas trop quoi en faire parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment en faire grand-chose. Et du coup, ils se sont dit, bon, on va créer un concept de restaurant autour de ça. Donc en fait, ils ont fait tout un restaurant entièrement en inox, du mur au plafond. Et ils ont mis des espèces de grosses roches comme ça qui font quand même directement référence à des roches martiennes. Donc on trouve ça hyper intéressant que ça a été ça vraiment le concept de base pour ouvrir un restaurant. Et pour finir, on voulait aussi vous parler du cinéma le plus immersif au monde qui a ouvert ses portes à Las Vegas l'année dernière. Donc en fait, c'est une sorte de planétarium géant, une sphère XXL qui est recouverte d'écrans LED. Donc il est évidemment visible depuis l'avion lorsqu'on atterrit à Las Vegas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il permet vraiment aux personnes qui le fréquentent de venir vivre une expérience ultra immersive. Donc on peut projeter, évidemment il se passe des choses à l'intérieur, mais la boule est entièrement projetée de différentes images 24 heures sur 24. Ensuite, on passe à la partie des artistes influents. Donc ici, toujours dans cette idée de venir ancrer davantage ce contexte et de venir illustrer encore davantage cette tribu et ce thème Terra Cosmos, on aime toujours un peu vous parler d'artistes émergents qu'on aime bien, dont on suit le travail depuis longtemps, qui viennent s'ancrer dans ce thème. Donc ici, Hugo Fournier qui s'est très tôt emparé de tous ces outils 3D pour venir raconter en fait des histoires. Donc il le dit lui-même, il aime jouer avec la frontière du réalisme et du surréalisme. En fait, il vient créer des petits univers, des petits mondes, des petites créations numériques, et on voit qu'il s'inspire quand même beaucoup de tous ces univers un peu extraterrestres. On voit qu'il projette souvent ces petites scénettes quand même sur une sorte de planète un peu inventée. Voilà, on aime beaucoup son travail. Flavie Audy, dans un autre genre, elle travaille, c'est une plasticienne, elle travaille le verre, et elle est vraiment venue s'inspirer de cette matière du verre pour en faire vraiment un terrain de jeu ultra inspirant. Et elle vient créer ce qu'elle appelle des fragments cosmiques. Donc c'est comme si en fait elle était sa propre archéologiste et qu'elle était venue elle-même en fait créer des fragments d'une planète inventée avec des couleurs pas possibles, avec des reflets ultra intéressants. Ensuite, Objects of Common Interest, c'est un studio de designers qui sont basés à Athènes, qui sont grecs, et qui eux aussi travaillent avec une matérialité très intéressante. Ils arborent toute une matérialité qui est très inspirée évidemment du monde digital. Donc comme on peut le voir en bas, ils ont fait cette collection de luminaires avec des reflets ultra intéressants. Certains des rochers sont à roulettes, les autres ont un néon qui en sort et qui crée du coup un luminaire. Donc on trouve que c'est hyper intéressant, tous ces artistes qui s'emparent des nouvelles technologies, mais finalement pour se rapprocher d'une sorte de naturalité, d'une sorte de nouvelle naturalité. Et Murmure Architects, dont Brune vous a parlé aussi, c'est ceux qui ont fait ce fameux bar, le premier bar immersif à Paris, Unplug Bar. Et eux, ils ont cette capacité à faire vraiment des intérieurs ultra immersifs, ultra thématisés. C'est intéressant aussi de voir des acteurs plutôt de l'hospitalité et des architectes qui s'emparent aussi de ce genre de thématique. Ensuite, on passe à la partie de design emblématique. Donc, comme pour chaque saison, on vient vraiment identifier des objets qui, selon nous, viennent illustrer ce thème Terra Cosmos. Et donc, comme chaque année, on vient identifier à la fois des objets que vous pouvez retrouver sur cette édition de Maison Objet, mais aussi d'autres designers et artistes émergents. Donc, vous pourrez le voir avec le petit logo Maison et Objet. Et donc là, vous le verrez, on a un peu développé deux volets différents autour de ce même thème Terra Cosmos qui, selon nous, qui sont censés cohabiter, mais qu'on a voulu séparer pour une meilleure compréhension. Donc la première idée, c'est cette idée de Neo-Space Design. Donc ici, comme vous le voyez, c'est vraiment cette inspiration du Space Design qui revient énormément aujourd'hui.
Et donc c'est vraiment toute cette tout ce style un peu rétro-futuriste, avec des couleurs hyper chatoyantes, avec des formes très rondes, des volumes gonflés, des surfaces laquées, des surfaces métallisées. Donc ici, par exemple, c'est la marque Matmos qui a édité cette lampe emblématique, la Lava Lamp, qui, pour les 60 ans de cette lampe, a invité différents artistes à la rééditer. Donc ici, c'est Sabine Marcellis, que vous connaissez peut-être, qui est un peu la papesse du bon goût et des cubes en résine. Donc voilà, on trouve intéressant que ce genre de lampe revienne vraiment à la mode et attire aussi une autre génération de designers. On aime beaucoup le travail de Holloway Lee, qui a ici fait un fauteuil en collaboration avec les éditeurs de meubles Uma. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ils se sont appropriés une technologie qui est assez propre à l'industrie de l'automobile, donc plutôt une industrie lourde, voilà, et ils s'en servent pour refaire des mobiliers comme ça, plus désirables, à plus petite échelle. Et ici, donc ce fauteuil existe en plusieurs couleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi du mobilier modulable, donc qui est adapté aussi à des espaces qui changent. On voulait aussi vous parler de cette marque emblématique aussi du space design, Paco Rabanne, qui a lancé sa marque de maquillage ici de fard à paupières, donc dans des petits étuis en métal. Voilà, et toute la campagne est aussi très inspirée de toute l'histoire de la marque et du space design. Et évidemment, c'est une collab qui a fait fureur, enfin une collection qui a fait fureur. Et ici, c'est un designer qui s'appelle Senimo, qu'on a découvert la saison précédente sur Maisons et Objets. Donc, on aime beaucoup le côté très rétro en fait de leur travail. Donc ici, c'est une sorte de petit guéridon en strates de bois laqué ultra brillant. Donc, on aime beaucoup toute cette esthétique-là. Et là, du coup, on passe au deuxième pan. Au deuxième volet de l'illustration de ce thème Terra Cosmos, la partie technicité minérale. Donc ici, ce qui est intéressant, c'était pour vraiment mêler cette idée de science et cette idée de fiction et de magie. Donc ici, c'est tout le côté plus scientifique, un peu plus froid, un peu plus digital, un peu plus technique. Donc on aime beaucoup tous ces différents artistes qui viennent explorer une nouvelle sorte de minéralité. Donc ici, c'est le travail de Pierre Deval, qui est un designer hollandais, qui est en fait un fan d'archéologie et d'histoire, et qui vient donc créer ces sortes de meubles ultra modernes, donc ici en métal brossé, et vient mettre au centre en fait des pierres qui ont littéralement des millions d'années, en fait, qui vient sourcer aux quatre coins du monde. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il vient aussi redéfinir toute la notion de préciosité. Ici, le travail de Flavie Audy, dont je vous ai parlé, qui travaille beaucoup le verre, mais qui travaille aussi d'autres matières. Donc ici, elle vient encore une fois créer des nouveaux fragments de matière, des nouvelles matérialités pour créer des meubles à l'esthétique nouvelle. Elle vient vraiment explorer un nouveau lexique imagé. Ici, c'est le travail d'Antonio Spoto, donc c'est un artisan italien qui développe des nouveaux émaux. Comment ? Qui développe des nouveaux émaux à base de cuivre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vient du coup donc obtenir des couleurs finalement pas très naturelles, hyper saturées, mais il vient quand même les appliquer sur une sorte de matière. Enfin, il y a quand même une sorte de grain, une sorte de texture qui fait très naturel. Donc c'est un peu le contraste entre les deux qu'on trouve ici hyper intéressant. Et pour finir, une petite lampe nomade de Lexon que vous pourrez retrouver sur le salon. Ils ont toujours un gros stand à Maisons et Objets. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est une sorte de petite lampe nomade avec des petites gradations qui semblent qui semblent être faites pour aller explorer des nouveaux territoires. Et voilà. Voilà pour ce thème, donc merci beaucoup. On a donc vraiment voulu ici, je pense que vous allez retrouver dans tout le salon ces inspirations-là, capter à la fois ces nouvelles esthétiques, mais se questionner aussi sur la capacité, donc comme vous l'aurez compris, du cosmos à nous inspirer du merveilleux, mais aussi à nous inspirer incroyablement pour dessiner des futurs désirables. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a un peu de temps. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.